j'appelle maintenant Aurélie Rost, qui est neuropsychologue à Créteil. Alors c'est dans la continuité là de remédiation cognitive et extension des indications ou bien population spécifique. Et Aurélie est donc neuropsychologue au Centre expert bipolaire de Créteil et a été très fortement impliquée dans le traitement de l'analyse des bilans neuropsychologiques qui sont passés aux patients et dans le développement d'un programme de remédiation fonctionnelle. Et vous allez voir que la nuance n'est pas moindre entre remédiation cognitive et remédiation fonctionnelle pour ce qui est des troubles bipolaires. Aurélie, nous vous écoutons. Pour l'invitation. Je vais présenter les résultats qu'on a eus auprès des patients qui sont évalués dans les centres experts. Donc, sachant que on a 9 centres experts en France, donc c'est un travail collaboratif. Et puis, le projet qu'on a mis en place de développer un groupe de remédiation fonctionnelle pour les patients bipolaires est inspiré du groupe qui est déjà mis en place en Espagne par l'équipe du professeur Vieta. Là, je vous ai présenté juste rapidement, donc on a 9 centres experts en France qui sont ouverts depuis plusieurs années, et sur chaque centre, il y a une équipe avec des infirmiers, des psychiatres, des psychologues, des neuropsychologues. Et en gros, le patient vient, est envoyé en général par son psychiatre traitant, est reçu en consultation spécialisée, et soit il est symptomatique, auquel cas on le voit le nombre de consultations nécessaires pour qu'il soit en état d'évaluation complète, soit il est pas en épisode actuel et on peut lui proposer un bilan qui dure environ 1 journée à 2 journées avec des évaluations assez complètes. Somatique, etc. Pourquoi on fait une évaluation neuropsychologique? Parce qu'effectivement, il a été montré depuis de nombreuses années maintenant qu'on trouve des déficits cognitifs chez les patients atteints de troubles bipolaires, y compris en phase de normothymie, donc en dehors. Là, on les trouve dans beaucoup de domaines. Le seul domaine qui n'est pas altéré en général, c'est le fonctionnement intellectuel général, c'est-à-dire les études sur le QI. Pas de différence entre les témoins et les patients bipolaires. Mais dans la plupart des autres domaines cognitifs, surtout dans l'attention, la mémoire verbale et les fonctions exécutives, mais aussi dans d'autres domaines, des altérations. La question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de patients qui sont touchés? Donc là, on a quelques chiffres, notamment Galtieri avait regardé un peu des déficits sévères, c'est-à-dire les patients qui avaient plus de 2 écarts types par rapport à la moyenne dans au moins 2 domaines cognitifs et trouvait que 30% des patients qui ont des opérations. Et quand on regarde en moyenne les études, il y a 40 à 60% des patients qui ont des déficits au moins moyens. Et puis surtout, les déficits cognitifs qui sont très corrélés avec le fonctionnement. On sait que les patients ont des déficits de fonctionnement majeurs, y compris les jeunes patients. Il faut savoir que dans certaines études, et au moins professionnel de 30% chez les patients. Et c'est très lié au fait de présenter des déficits. Alors, l'autre question, c'était aussi, est-ce que c'est des déficits spécifiques? Pas vraiment. On peut trouver, par exemple, les mêmes domaines altérés que, par exemple, la schizophrénie. Par contre, très souvent, le degré d'altération est moindre. D'accord? Les déficits sont beaucoup moins marqués que dans les autres pathologies. Pour autant, on trouve aussi une évolution. Longue évolution de la maladie. Donc là, je vous ai mis un peu pour les patients qui sont évalués dans les centres experts. Donc on a vu depuis l'ouverture. Donc là, on s'est axé sur à peu près 1 année. On a pris les patients qui ont été évalués entre fin 2012 et fin 2013. Donc on avait 2243 patients. Il y avait à peu près la moitié des patients qui ont été suivis. Donc on les suit tous les 6 mois. Et sur ces patients, quand on prend les patients pour lesquels on a un diagnostic, qui ont été évalués au niveau thymique et qui sont normothymiques depuis au moins 3 mois, et qui ont eu aussi une évaluation neuropsychologique, on s'est retrouvé avec 300 patients à peu près. Pour les études dont les résultats, je vais vous présenter là tout de suite. Donc on avait majoritairement des femmes avec un âge moyen de 40 ans. Le niveau d'études est assez élevé chez nos patients, en moyenne Bac+2. Et puis voilà, il y a quelques descriptions. On a beaucoup de patients atteints de troubles bipolaires 1. Et puis le reste, c'est une description de population à peu près classique pour les troubles bipolaires.
Les évaluations, donc je vais vous présenter les résultats. Donc, on a pris pour l'évaluation du niveau intellectuel les sous-tests de la Weiss vocabulaire et matrice. Donc tous les résultats, je vous les présente en termes de pourcentage. Donc on a essayé de regarder ceux qui avaient des altérations sévères, donc plus de 2 écarts types de la moyenne, des altérations moyennes entre -2 et -1 écart type et pas d'altération. Donc là, vous voyez, on a quand même 88% des patients qui ont un fonctionnement intellectuel dans les normes et 10% avec des déficits modérés, aucun quasiment de déficit sévère. On a regardé la vitesse de traitement de l'information avec l'indice de vitesse de traitement de la Weiss. Là, on trouve 80% de patients qui ont des scores normaux, 16% avec des altérations modérées et 3% avec des altérations sévères. En ce qui concerne les fonctions exécutives, là, on a pris juste quelques sous-scores. Donc, par exemple, le TMT, la partie B-A, on a très très peu de déficits, puisque vous voyez, il y a seulement 5% de nos patients qui ont des déficits modérés, 1% qui ont des déficits sévères. Sur le score d'interférence du Stroop, de même, on a 5% en moyenne de déficits modérés ou sévères. Et pour les fluences, il y a un petit peu plus de déficit, surtout pour la fluence verbale catégorielle, mais avec finalement quand même que 20% de déficit modéré, 15% de déficit sévère. Donc nous, on est très en deçà sur notre population quand même de ce qui est présenté pour l'instant dans la littérature. Pour la mémoire de travail, là aussi, on a pris les résultats de la mémoire de travail visio-spatiale et la mémoire de travail verbale avec la mémoire des chiffres de la Weiss. Et là aussi, on a quelques déficits modérés, donc 10% pour ce qui est visio-spatial, 20% pour la mémoire de travail verbale et très très peu de déficits sévères. Et enfin, pour la mémoire, on a utilisé le California Verbal Learning Test. Et là, donc sur le premier rappel, donc qui est le rappel de la liste 1 à 5, on a 15% de déficit modéré, 13% de déficit sévère. Sur les rappels libres et à long terme, on a en moyenne 15% de déficit modéré et 15% de déficit sévère. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que de voir que la phase de reconnaissance est préservée. Donc finalement, ça serait plus un déficit de récupération de l'information. L'information étant quand même encodée. Et au niveau attentionnel, donc là on a utilisé le CPT, donc c'est un test attentionnel informatisé. On a des temps de réaction en moyenne un petit peu plus lents pour 13% des patients, des déficits un peu plus sévères pour 8%, et on retrouve essentiellement des omissions, c'est-à-dire qu'effectivement il y a 20% des patients qui vont omettre de manière importante d'appuyer sur l'item cible. Donc on a finalement chez nos patients, en tous les cas qui sont évalués dans les centres experts, peu d'altérations au niveau des tests neuropsychologiques. Pour autant, beaucoup de nos patients ont des plaintes très importantes. Les proches aussi, rapportant des répercussions sur le fonctionnement psychosocial qui sont très importants. Ils mettent surtout en avant des troubles mnésiques, des difficultés de planification et qui ont un impact sur la communication, sur le fonctionnement professionnel, social, etc. Donc on s'est quand même posé la question de que leur proposer et surtout pourquoi. Surtout pour justement améliorer le fonctionnement, puisqu'il y a un lien qui est solidement établi dans la littérature entre le fonctionnement et les déficits cognitifs. Il y a un lien avec les difficultés d'emploi, et comme je vous le disais tout à l'heure, y compris pour les patients jeunes. Et sur les quelques études qui existent dans le trouble bipolaire, on a montré qu'effectivement la remédiation cognitive pouvait être aidante. Donc quand les études incluent des patients qui ont des troubles de l'humeur, il y a une revue de la littérature qui montrait qu'il y avait des meilleurs effets. Et il y a 2 études spécifiques sur le trouble bipolaire. Une étude où ils ont pris uniquement 18 patients qui avaient quand même quelques symptômes résiduels dépressifs au départ, et ils ont fait un travail à la fois sur les symptômes résiduels et à la fois sur la remédiation cognitive, et ils ont montré à terme que ça améliorait le fonctionnement professionnel et psychosocial. Et il y a une étude qui est en cours avec 40 patients, là, un petit peu plus de patients, avec un design qui ressemble un peu à ce que nous on va proposer, et par contre c'est en attente de résultats. Donc au niveau de l'équipe espagnole, donc eux ont mis en place un groupe de remédiation cognitive avec 21 séances et ont publié à l'heure actuelle des résultats montrant l'efficacité là aussi de la remédiation fonctionnelle, essentiellement sur le fonctionnement. Donc ils ont une échelle de fonctionnement qui s'appelle la FAST, qui évalue l'autonomie, le fonctionnement professionnel, les plaintes cognitives, le fonctionnement aussi, les relations interpersonnelles. Et ils ont montré que quand ils comparent le groupe de remédiation cognitive avec un groupe de psychoéducation,
ou un suivi habituel, le groupe de remédiation a beaucoup plus d'effet sur l'amélioration significative du fonctionnement. Et beaucoup plus spécifiquement sur la diminution des plaintes cognitives et l'amélioration du fonctionnement professionnel. Donc, leurs objectifs à Barcelone, c'est dans ce groupe-là d'apprendre à mieux gérer les difficultés cognitives, s'entraîner à l'utilisation de stratégies et de techniques différentes pour minimiser l'impact des difficultés cognitives, donc par exemple sur l'utilisation très quotidienne d'agenda, de téléphone, etc. Il y a une partie beaucoup de psychoéducation, donc expliquer les troubles cognitifs, le fonctionnement, et le but étant d'augmenter l'autonomie du patient pour certaines tâches ou activités quotidiennes. En France, donc, on travaille sur l'adaptation de ce programme-là. On essaye de réduire les séances pour des raisons techniques, enfin de faisabilité surtout. On voudrait proposer 12 séances de 2 heures, toujours en privilégiant l'explication des mécanismes cognitifs, l'appui sur les points forts, des exercices écologiques. On aimerait proposer une évaluation avant-après uniforme sur les 9 centres et une séance de rappel à 6 mois. Donc sur les 12 séances, on a choisi de faire une introduction en demandant à un proche de venir participer à la première séance pour impliquer justement l'entourage. Et puis ensuite faire des séances sur l'attention, la mémoire, les fonctions exécutives, la résolution de problèmes, mais aussi l'impact du stress et les stratégies de communication. Pour chaque séance, il y a une réflexion à chaque fois sur, bien sûr, l'impact des émotions sur le fonctionnement cognitif, puisque dans les troubles de l'humeur, il y a quand même souvent des symptômes résiduels, et les liens entre les différentes fonctions. Bien sûr, quand on commence à travailler sur l'attention, on continue aussi à travailler sur l'attention, y compris quand on va travailler la mémoire, etc. Je vous ai mis quelques exemples de séances. Donc, pour uniformiser les choses, on va travailler aussi on fait un PowerPoint, que chaque centre a le même, des fiches patients qu'on distribue à chaque patient en fin de séance, et des fiches thérapeutes pour que le thérapeute sache un peu pour chaque séance quel est le déroulé. Et on essaye d'être assez didactique pour les patients. Donc là, par exemple, c'est la partie psychoéducation sur la mémoire, comment expliquer les différents sous-systèmes de mémoire, en allant de la mémoire sensorielle à la mémoire à long terme autobiographique. Et après, pour chaque type de mémoire, on essaye de faire quelque chose un peu interactif avec les patients. Voilà, selon vous, comment se manifeste cette mémoire, puis en donnant des informations. Et puis, par exemple, on peut aussi expliquer les différents processus de mémoire. D'abord, le système d'encodage, stockage, récupération, consolidation. L'idée étant toujours de donner le plus d'informations possible aux patients. Ou on peut aussi montrer ceci de la manière suivante. Voilà, quand l'information est bien traitée, elle est classée, facilement accessible. Ça, c'est un exemple d'exercice qu'on peut faire avec les patients où on présente des diapositives comme ça pendant 1 minute à peu près en demandant d'encoder l'information. Et l'idée, après, c'est d'essayer de voir au niveau du rappel et d'amener les patients à réfléchir sur leur stratégie, sur les choses qui sont plus efficaces, en mettant bien l'accent sur le fait qu'on peut avoir des stratégies différentes et que chacun puisse trouver les points forts ou les points faibles. On fait aussi des exercices, par exemple, d'apprentissage de mots avec l'idée qu'ils puissent être amenés à reconnaître qu'on peut effectivement faire du classement, quel est le classement le plus efficace pour chacun. Donc les points centraux, c'est toujours la psychoéducation, l'auto-observation, la valorisation des points forts, l'attention qui sont portées aux facteurs qui sont liés au fait aussi des fonctions cognitives, donc l'humeur, le stress, les difficultés sociales. Il y a à chaque fin de séance des exercices à domicile, et puis il y a des exercices qui sont faits en groupe. Encore une fois, on insiste sur les stratégies utiles, mais surtout personnalisables et les facteurs confondants. L'évaluation avant-après qu'on voudrait proposer, donc c'est quelque chose qui serait accessible facilement à tous les centres, avec une évaluation de l'humeur, mais aussi une évaluation de la qualité de vie, du fonctionnement, avec l'échelle espagnole là, que je vous présentais tout à l'heure, la FAST. Et puis, on est en train d'essayer de valider une échelle de plainte cognitive qui est utilisée là aussi dans l'équipe espagnole. L'idée étant de pouvoir comparer nos résultats avec les leurs. On voudrait faire d'abord on n'a pas commencé encore, on est en phase de finalisation. On voudrait faire un premier groupe, voir un peu le feedback des patients, le feedback des thérapeutes, refaire un petit peu un travail dessus et le proposer ensuite. Donc, pourquoi la remédiation fonctionnelle ? Parce que les difficultés sont surtout sociales et professionnelles et que les plaintes sont importantes de ce côté-là pour les patients. Voilà, donc je remercie bien sûr l'équipe espagnole avec qui on travaille beaucoup et puis l'équipe de Versailles avec qui on travaille et surtout les 9 centres experts avec qui on collabore très étroitement.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Aurélie. Alors du coup, on va donner le micro à Nicolas qui va le faire circuler. Ça te va de jouer ce petit... Alors voilà, quand on donne un micro à Nicolas, on prend un risque tout de suite. Et tu feras circuler après. On t'entend mieux comme ça. Hein. Non, juste une toute petite question. Par rapport à la plainte fonctionnelle, vous avez parlé de l'échelle Cobra. Par rapport à Styx, quelle est la différence? Comment ça peut s'articuler? C'est une échelle assez courte de 16 items et c'est surtout parce que comme elle est utilisée dans l'équipe espagnole et qu'on voulait quand même comparer un petit peu l'efficacité sur la plainte avant-après groupe, c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi. Après, repris leur instrument en fait, c'est ça? Comment? Vous avez repris leur instrument, oui. Vous l'avez traduit, d'accord. Ouais. Alors je vais me donner la parole parce que j'ai une question et je voudrais mettre un point en exergue dans tout ce que vous avez dit de ce travail, moi que je trouve extrêmement intéressant. Ce que vous nous avez dit, c'est que finalement, dans cette cohorte dans laquelle on a veillé à très bien contrôler la normothymie et le fait que les patients soient stables... Non, je parle sans micro et on entend, c'est la technique moderne. On n'entend pas? On t'entend très bien, non, super. Ton micro marche bien, super. Donc ces patients dont on a veillé à ce qu'ils soient normothymiques depuis plus de 3 mois, on ne retrouve pas chez eux l'importance des difficultés cognitives qui est décrite habituellement sur des échantillons de patients beaucoup plus hétérogènes. Ce que ça veut dire, c'est que finalement, les déficits cognitifs qu'on retrouve chez les patients bipolaires sont l'équivalent de symptômes dépressifs subsyndromiques. C'est la dépression qui produit les troubles cognitifs chez les patients bipolaires, en tout cas au moins pour partie. Ces troubles cognitifs s'accompagnent, bien entendu, puisqu'il s'agit d'un syndrome subdépressif, d'une plainte importante concernant l'invalidation qu'ils ressentent. C'est pas suffisant pour tout expliquer, puisque même chez ces patients-là, on retrouve quelques anomalies cognitives, mais en tout cas, elles sont beaucoup plus modestes. Et la question est, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour améliorer ces patients et pour qu'ils arrivent à mieux utiliser des compétences qu'ils ont, mais qu'ils n'utilisent pas. Alors, vous nous avez bien développé les propositions qui sont faites. Juste une remarque pour vous dire que ce que retrouve Vieta dans sa technique de remédiation, c'est que finalement, les améliorations observées au niveau du fonctionnement ne passent pas par l'amélioration des compétences cognitives, des performances cognitives elles-mêmes. Il ne retrouve pas la corrélation normale qui est on améliore les performances et au travers de cette amélioration, on va in fine arriver à améliorer le fonctionnement dans la vie quotidienne. C'est pas si simple chez les patients bipolaires. Alors, ça, c'est les problèmes qu'on rencontre dans qu'est-ce qu'on va faire vraiment et quelle cible choisir et à nouveau et comment conduire les patients à prendre confiance en eux et améliorer leurs compétences. Mais je voudrais quand même faire un petit parallélisme avec nos patients schizophrènes, qui, pour beaucoup d'entre eux, peuvent aussi présenter des états amotivationnels sous-tendus par des états dépressifs, qui est quelque chose qu'éventuellement on peut ne pas prendre suffisamment en compte, et dont vous voyez bien que c'est un très très fort une très très forte médiation ou un facteur explicatif important de leurs difficultés dans leur fonctionnement quotidien et à utiliser des compétences qu'éventuellement ils possèdent. Alors encore une fois, c'est pas complètement une question, mais moi j'aimerais bien vous entendre sur comment le groupe de neuropsychologues qui travaillent au développement de la remédiation cognitive se positionne par rapport à cette question-là. Non, mais, enfin, moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est... Ouais. Pardon. Donc oui, effectivement, on pense que pour beaucoup, les déficits cognitifs sont effectivement des symptômes résiduels post-dépression ou manie, parce que dans l'hypomanie, il y a aussi beaucoup de troubles attentionnels, etc. Que effectivement, plus l'humeur est bonne et plus la normothymie est longue et moins il y a de symptômes résiduels, y compris cognitifs. Il y a quand même des troubles cognitifs pour autant. Et je pense surtout qu'effectivement, les patients ne savent plus très bien comment utiliser les fonctions qui sont préservées ou en tous les cas sont assez vite débordées quand il y a un trouble attentionnel, par exemple, parce que l'impact du trouble attentionnel les déborde sur toutes les autres fonctions
présente. Je pense que c'est surtout dans ce groupe-là, ce qui va fonctionner, c'est la psychoéducation, c'est-à-dire apprendre ce qu'est une fonction cognitive, comment s'appuyer sur des stratégies efficientes et pouvoir ensuite généraliser ça à toutes les situations quotidiennes et professionnelles. Pas de questions manifestes? Si, une question. Dominique Guillot, je suis bénévole à l'association Argos 2001. Et je voudrais savoir si vous travaillez également avec d'autres hôpitaux qui font des études également sur la remédiation cognitive. Je pense en particulier à l'hôpital de la Ville-Évrard, l'étude que poursuit le docteur Januel cette année. Oui, on travaille, on a eu contact avec Ville-Évrard et justement, eux ont développé essentiellement un programme de prise en charge individuelle de remédiation cognitive, donc très centré aussi là sur les difficultés individuelles des patients. Nous, ce qu'on pense, c'est que ça serait vraiment un deuxième temps, c'est-à-dire qu'on aimerait proposer ce groupe à tous les patients qui présentent des plaintes cognitives, parce que ça donne beaucoup d'informations sur toutes les fonctions cognitives qui existent et sur leur lien avec l'humeur et puis aussi plein d'autres choses, c'est-à-dire qu'on apprend aussi des techniques de gestion du stress, etc. Et dans un deuxième temps, pour les patients qui effectivement ne seraient pas forcément suffisamment améliorés par ce groupe-là ou pour qui peut-être les déficits seraient beaucoup plus marqués, pouvoir faire une prise en charge individuelle plus centrée sur les déficits qu'ils présentent individuellement. Donc on travaille effectivement avec l'équipe de Ville-Évrard, avec on espère une collaboration un peu plus tard pour qu'on puisse et eux puissent faire le groupe chez eux et nous puissions faire la remédiation cognitive individuelle chez nous. Merci beaucoup. Alors nous allons accueillir notre dernier auditeur de la session. Pierre, je te propose d'installer tranquillement ton diaporama pendant que je donne la parole à Nadine Bazin, qui va vous dire un petit mot sur la question de l'organisation des ateliers cet après-midi et nous apporter quelques précisions sur l'organisation. Oui, bonjour à tous. C'est très technique et ça laisse le temps à Pierre d'installer son diaporama. Alors juste pour vous dire, parce que j'ai regardé un petit peu qui s'était inscrit à quel atelier pour cet après-midi, donc bien vous redire le fonctionnement de cet après-midi. On vous propose de travailler sur 7 techniques de remédiation cognitive différentes. Vous ne pourrez pas aller découvrir les 7 bien sûr, mais c'est pas l'objectif. Mais c'est assez large comme proposition qu'on vous fait. Alors dans ces 7, il y a des techniques qui sont très récentes et pour lesquelles on a juste organisé des ateliers de découverte. Ces techniques, donc c'est PEPS, Gaïa et RC2S, où vous avez que des ateliers de découverte. En revanche, pour tous les autres qui sont des techniques, toutes les autres qui sont des techniques plus anciennes, donc c'est RECO, CRT, IPT et Tom Remède, pour ces 4 techniques-là, il y a 2 sortes d'ateliers, des ateliers de découverte et des ateliers d'approfondissement. Les ateliers de découverte, c'est pour découvrir quand on ne connaît pas. L'approfondissement, ça nécessite qu'on pratique cette technique. D'accord, qu'on ait été formé et qu'on la pratique. On a dissocié comme ça les 2 niveaux de connaissances pour chacun de ces ateliers parce que l'apport qu'on va vous dire à ces ateliers est très différent entre ces 2 groupes. Parce que j'ai vu, si je dis tout ça, c'est que j'ai vu qu'il y avait des gens qui s'étaient, pour la même technique, inscrits à la fois en découverte, en approfondissement. C'est guère possible. Voilà. Donc, si vous vous êtes trompé, vous inquiétez pas, vous allez dans les bonnes salles et puis on vous récupère. Pas de questions ? J'expliquerai juste pour toi.